Les podcasts du Figaro. Prologue. N'y plus rien voir. Tout devint sombre. Ce fut comme un habit de deuil. Et puis, çà et là, des scintillements, à la façon des taches que produit le soleil quand les yeux le fixent en vain derrière les paupières serrées, de même qu'on serre le poing pour résister à la douleur ou à l'émotion. Bien sûr, elle n'avait pas du tout décrit la chose ainsi. Dans la bouche d'une enfant de 10 ans, fraîche et inquiète, la détresse se formule sèchement, sans fioriture ni lyrisme. « Maman, c'est tout noir !» Mona avait lancé ces mots d'une voix étranglée. Une plainte ? Oui, mais pas seulement. Elle y avait malgré elle glissé un accent de honte que sa mère, chaque fois qu'elle l'identifiait, prenait avec gravité. Car s'il était bien quelque chose que Mona ne feignait jamais, c'était la honte. À peine celle-ci se nichait-elle dans un mot, une attitude, une intonation, que le sort en était jeté. Une vérité désagréable avait pénétré. « Maman, c'est tout noir !» Mona était aveugle. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait des Yeux de Mona de Thomas Schlesser, publié chez Albin Michel. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Thomas Schlesser. Bonjour Alice. Vous publiez Les Yeux de Mona, un roman sur l'art, la beauté et la relation unique qui unit un grand-père à sa petite-fille. Son histoire ? Mona a 10 ans. C'est une fillette comme les autres, mais un jour, l'enfant perd la vue pendant 63 minutes. À l'hôpital, les médecins lui font passer une batterie de tests en vain. Risque-t-elle la cécité ? Sans diagnostic, il lui est recommandé de suivre un pédopsychiatre. Alors que la maman de Mona demande à Henri, le grand-père de Mona, d'accompagner sa petite-fille chez le psy, Henri décide de la mener au musée une fois par semaine. Si Mona doit perdre la vue, elle gardera le souvenir de la beauté. Alors Thomas Schlesser, j'ai une première question. Fait rarissime dans l'édition avant même d'avoir été publié, votre livre a affolé l'édition planétaire grâce à votre éditeur chez Albin Michel. La Chine, les États-Unis, la Corée. Partout, vous êtes un succès. Comment vous vivez ce succès ? J'en suis évidemment heureux, ça va de soi. J'en suis aussi très surpris. Pour la petite histoire, quand j'avais rencontré pour la première fois mon éditeur, Nicolas de Cointet, il était enthousiaste et j'avais douché son enthousiasme en lui disant « J'ai l'impression que c'est pas quelque chose vraiment dans l'air du temps. Attention, ne soyez pas déçus. » Il m'avait dit « Si, j'y crois. » Et puis du coup, il y a eu en effet cette espèce d'emballement avant même la sortie du livre, en Italie, en Espagne, en Turquie, enfin c'est complètement vertigineux. Ce que m'a révélé l'abondant courrier des éditeurs à ce sujet, c'est que, comme vous le disiez dans la présentation, c'est vraiment le caractère unique d'un lien entre petits-enfants et grands-parents, en l'occurrence ici petite-fille et grand-père, qui a attiré et je dirais convaincu les éditeurs du monde entier. Et la relation universelle peut-être entre le grand-père et la petite-fille ? Oui, c'est ça. Vraiment, je dirais le caractère universel de la particularité de cette relation. Voilà. Et l'art ? L'art, bien sûr, bien sûr. L'art, évidemment, est quelque chose qui parle là aussi, je crois, à toute la planète. Maintenant, ce qui m'a surpris, c'est que c'est une initiation à l'art à travers des œuvres qui sont dans des musées français et parisiens même, et qui relèvent plutôt de l'art occidental. Mais je dois, enfin même quasiment uniquement de l'art occidental. Mais ça aussi, c'est assez joli, c'est de voir à quel point notre patrimoine parle, là encore une fois, à des cultures à travers toute la planète. Alors justement, Henri et Mona vont sillonner 3 musées parisiens, le Louvre, Orsay et Beaubourg. Pendant 52 semaines, le grand-père va initier sa petite-fille à la beauté de ses 52 œuvres. Donc on croise De Vinci, Botticelli, Courbet, Malevich, Frida Kahlo, Basquiat. Et moi, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous avez choisi, est-ce qu'il y a eu des crève-cœurs, des oubliés, des regrets ? Il n'y a pas de crève-cœur parce que le choix, au fond, c'est celui de Henri, Oui, c'est vrai. c'est-à-dire du grand-père. Ça reste quand même un roman, un ouvrage de fiction où il y a la cohérence, à la fois dans sa subjectivité et puis dans une forme de volonté pédagogique de ce grand-père auprès de sa petite-fille. Souvent, on me demande en effet si ce sont mes choix. Bien évidemment, ce sont les choix de l'auteur, mais ce sont les choix de l'auteur pour être... je dirais pour rendre le personnage d'Henri le plus pertinent possible. Et il faudrait au fond demander à Henri s'il a des regrets. Il en a forcément quantité, mais
Son grand message, c'est qu'à travers chacune des œuvres, chacun des artistes, il y ait l'ouverture, la possibilité d'en voir d'autres. Donc c'est un musée ouvert et c'est plutôt un élargissement du spectre de la curiosité qu'une fermeture ou une exhaustivité qu'il y a dans le livre. Et alors, quel artiste a votre préférence parmi les artistes qui sont cités? En fait, c'est un lieu commun que je vais dire, mais après être, allé voir le dernier Van Gogh au musée d'Orsay, et croyant que jamais je ne dirais que Van Gogh est mon artiste favori, eh bien je dois m'avouer vaincu. C'est vraiment, c'est inouï, quoi. C'est extraordinaire, c'est insensé. Et voilà, la petite leçon au sujet de Van Gogh dans le livre, c'est, qu'il faut fixer des vertiges, et c'est une leçon tirée d'Arthur Rimbaud. Donc je trouve ça assez joli, puisqu'entre Van Gogh et Rimbaud, il y a une similitude, un parallèle de destin qui est assez frappant. Vous dites ça aussi parce que Courbet, c'est quand même votre artiste de cœur. Vous avez écrit Oui. plusieurs essais à son sujet. Oui, alors, Courbet, bien sûr, Courbet, ça a été l'artiste qui m'a, je dirais, qui m'a fait basculer du côté des beaux-arts, quand j'avais, environ 18 ans, j'étais en Hippocagne, et Courbet, ça a d'abord été un immense intérêt intellectuel. Je lui ai consacré une thèse, je lui ai consacré plusieurs livres, je lui ai consacré, 4 livres à Courbet. Donc c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui a énormément, rythmé, mon trajet personnel. Aujourd'hui, c'est un artiste que j'adore sur le plan aussi sensuel, sensoriel, matériel. Mais c'est assez amusant parce que dans un premier temps, c'était vraiment plutôt, ce qu'il a représenté dans l'histoire, ce que lui-même a représenté dans l'histoire, qui a été mon moteur à son endroit. Vous l'avez dit juste avant, c'est un roman. Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix justement de la fiction et non pas du documentaire peut-être ou du beau livre d'art? Mais je dois vous dire une chose, ça vient d'une expérience personnelle, vraiment d'une épreuve, douloureuse en 2013. Bon, voilà, sur laquelle je ne vais pas m'appesantir, mais en tout cas qui m'a donné le désir, de m'inventer une petite fille idéale. Et donc cette petite fille idéale est venue en quelque sorte compenser, par le biais de l'imaginaire, de la fiction, ce moment, extrêmement pénible de ma vie. Est-ce qu'on peut dire aussi que le monde de Mona, c'est un peu le monde de Sophie aussi? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, quand j'étais, adolescent, enfin même pas, oui, plus qu'adolescent, quand j'ai passé mon bac en 95, pour réviser le bac, je lisais Le Monde de Sophie. Et d'un autre côté, je me méfie avec cette analogie, puisque je n'ai eu que 9 au bac philo. Ah bon? Mais peut-être que maintenant, il y a des futurs bacheliers qui vont vous lire, pour, leur option art. Oui, après, je vais vous dire une chose, Henri, emmène Mona en parallèle des chemins de l'école. C'est un livre qui raconte à quel point on peut s'initier, par quantité de biais différents, et Les yeux de Mona, c'est aussi une école buissonnière de l'art. Oui, bon, les professeurs nous entendent, attention. Est-ce qu'il y a aussi un procédé peut-être de déculpabilisation? Je veux dire par là que ça peut être impressionnant d'arriver dans un musée, de ne pas savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va voir comme œuvre. Est-ce que ce livre peut aussi permettre ça? Vous avez parfaitement raison, Alice. Il y a évidemment, une intimidation du dispositif culturel. D'un autre côté, je crois que ceux qui aiment la culture et qui cherchent à la promouvoir font absolument tout pour, casser cette barrière. C'est le cas, je le sais, de la part des conservateurs, des équipes de médiateurs dans les musées, et évidemment, c'est le cas de ce livre. D'ailleurs, Henri, le personnage d'Henri, qui est lui-même, un peu intimidant au début, qui donne ce sentiment d'un personnage de légende, avec Mona et devant les œuvres d'art, il retrouve une fantaisie, un aspect quasiment fantasque qui déculpabilise, non seulement Mona, mais le lecteur et le public en général, j'espère. En parlant d'art, il y a aussi la littérature qui a une grande place dans votre livre. Vous convoquez des écrivains tels que Baudelaire, Aragon, Apollinaire, Rousseau, George Sand, Virginia Woolf. Est-ce qu'on peut dire que l'art est le versant de la littérature? Oui, les 2 sont, vraiment Et vice-versa, oui. oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose entre les 2. Par moments, on est obligé de passer par des canaux, des rainures séparées. Mais pour moi, la littérature, les beaux-arts, la musique, l'architecture, la vie, c'est un tissu continu, où, les passerelles de sensibilité, et les passerelles d'intellect, sont partout. C'est une grande chambre d'écho, ce livre, j'espère, entre, la peinture, la sculpture d'un côté et les mots de l'autre, la poésie, la littérature plus populaire, plus expérimentale. Et les histoires d'art, d'apprentissage, de disparition, la littérature en est remplie. Alors quel livre illustre pour vous la beauté? Certainement Les Fleurs du Mal, c'est le premier qui, me viendrait à l'esprit. C'est d'ailleurs,
un recueil dans lequel un poème s'appelle La La beauté. beauté, ouais. Hein, je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Il y a chez Baudelaire vraiment une quête éperdue d'une beauté énigmatique, minérale, là aussi intimidante, mais galvanisante aussi. Quel livre vous a fait aimer lire? Je dirais que c'est Le Seigneur des Anneaux, que je lis au moment de l'adolescence. Moi, je fais partie d'une génération qui a lu Le Seigneur des Anneaux, qui a les films ont été, Vous avez été déçu ou pas des films? non, Non? non, parce que, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai vu les films, et j'avais conscience en lisant Le Seigneur des Anneaux que c'était vraiment une œuvre majeure du XXe siècle dans la culture populaire, et peut-être même au-delà d'ailleurs. C'est vraiment une œuvre majeure. En revanche, j'avais conscience que parfois sur le plan narratif, diégétique, ça se prenait un peu les pieds dans le tapis. Je pourrais en faire la démonstration. Les films, parfois sont plus malins que le livre sur le plan de la narration. Quel livre vous a fait rire? J'en ai 2 qui me viennent intuitivement en tête, que je lis d'ailleurs à la même période. Ça va vous étonner, il y a Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq qui m'ont fait D'accord. énormément rire, énormément rire. Je les lis, en 98 ou 99, donc dans un autre contexte que celui d'aujourd'hui, et ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Et à la même période, peut-être un tout petit peu plus tard, un livre sur un extraterrestre qui arrive à Barcelone et qui s'appelle Sans nouvelles de Gurb, je ne sais pas comment on dit Gurb ou Gourb, Sans nouvelles de Gurb, d'Eduardo Mendoza. Et puis il peut y avoir des passages de la littérature qui me font hurler de rire. Allez, je vais en citer un pour être un peu provocateur. Il y a notamment un passage de Céline dans Mort à crédit, qui est la traversée de la Manche, où il y a une scène totalement grotesque, obscène, où le jeune garçon et ses parents se mettent à dégobiller. Tout le monde se met à dégobiller dans le bateau. Quel livre vous a fait pleurer? Beaucoup, énormément de livres me font pleurer, notamment les fins de livres me font pleurer. Je me rappelle avoir été totalement bouleversé par, la fin de Germinal, que je ne lis vraiment que j'ai dû essayer de lire pendant l'adolescence, mais je n'y suis pas parvenu, que je lis, vraiment quand j'ai 33-34 ans, et tout le passage, sur, la nature qui se met à reverdir, en fait, toute cette vibration d'espoir qu'il y a très souvent chez Zola, je la trouve bouleversante. Je suis pas sûr d'être un immense amateur de Zola, mais il y a chez lui une telle maîtrise du contraste, d'une part, et une telle capacité de faire sentir les grandes forces historiques qui traversent le siècle, que ça fait vraiment, vraiment, ça ébranle le cœur. Quel livre vous a mis en colère? Alors, je vais vous raconter une anecdote Allez-y. personnelle. C'était une colère de ne pas arriver à en pénétrer véritablement le sens. Ce sont les Illuminés de Gérard de Nerval. Je suis un grand amateur de la poésie de Gérard de Nerval, mais les Illuminés, vous savez, qui racontent l'histoire de quelques figures un peu folles du XVIIIe siècle, par exemple quelqu'un comme Cagliostro, et je n'arrivais pas à accrocher. Et je me rappelle, je suis à Salerne, donc dans le Var, plutôt dans un cadre agréable, dans un jardin, et j'étais tellement énervé contre le livre, c'était le livre de poche, que je l'ai balancé, je l'ai envoyé contre un mur. Et comment il a terminé ce livre? Vous l'avez Il terminé? est dans ma bibliothèque, Ah, il est d'accord. toujours là. Vous Il est l'avez toujours là, rangé, mais avec des coins un peu écornés. Quel livre aimez-vous offrir? Pas mal. Je pense que celui que j'ai le plus offert, c'est à égalité, Martin Eden de Jack London, Le Vice-Consul de Marguerite Duras, Le Temps retrouvé de Marcel Proust. Il y en a beaucoup. Le Temps retrouvé, moins. Non, je dirais, le Vice-Consul de Marguerite Duras et Martin Eden, les 2 principaux. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Yeux de Mona, publié chez Albin Michel. Merci Thomas Schlesser. Merci Alice. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt!